Bonjour à tous. Après la bouche, nous allons continuer notre chemin dans le tube digestif. Derrière la langue, on va trouver le pharynx. En fait, le pharynx est un carrefour entre deux voies vitales. D'une part, la voie digestive, car les aliments qui viennent de la bouche doivent se rendre dans l'œsophage, qui est en arrière de la voie respiratoire. D'autre part, la voie respiratoire, car l'air qui vient principalement du nez doit passer dans la trachée qui se trouve en avant de l'œsophage. Quelle idée d'avoir fait les choses ainsi! On imagine en effet qu'il y a des risques importants de voir les aliments passer dans la voie des courants d'air. Il a donc fallu imaginer un mécanisme très complexe pour réaliser quotidiennement cet exploit. C'est ce qu'on appelle la déglutition. Voyons comment se passe la déglutition. C'est une action bien synchronisée, commandée par le cerveau. Elle comprend 3 étapes. Premièrement, la phase orale, c'est la préparation du bol alimentaire. C'est une action volontaire qui nécessite une respiration contrôlée. Elle comprend la mastication des aliments et leur insalivation, c'est-à-dire la production de salive qui va fluidifier et commencer à digérer les aliments. À cette étape, il faut maintenir le bol alimentaire dans la bouche, ce qui suppose un bon contrôle des lèvres. La deuxième étape est la phase pharyngée. La langue propulse le bol alimentaire vers le fond de la gorge. C'est une étape périlleuse. Elle est volontaire et est réalisée principalement par la langue. Puis on avale. Là, le mouvement est devenu réflexe. On ne respire plus puisqu'il faut protéger les voies aériennes et la bouche est fermée, étanche. Le bol alimentaire est propulsé vers l'œsophage. Des valves assurent l'étanchéité des voies aériennes en bas vers la trachée, en haut vers le nez. La troisième étape est la phase œsophagienne. C'est la descente du bol alimentaire dans l'œsophage pour rejoindre l'estomac. Tout cela nécessite une synchronisation parfaite. L'apprentissage de la déglutition se fait progressivement chez l'enfant de 0 à 18 mois. Il doit passer de la succion réflexe à un parfait contrôle de la déglutition. Si la commande cérébrale de la déglutition est défaillante, l'alimentation orale sera difficile ou impossible à apprendre pour l'enfant et le risque de fausse route sera important. Lorsque l'enfant ne ferme pas la bouche, les aliments ressortent. Les parents non avertis ont alors tendance à placer la tête de l'enfant en arrière pour éviter les fuites. Mais si la déglutition n'est pas contrôlée, le risque de fausse route est très important. Pour cette raison, la tête de l'enfant, pendant le repas, doit rester verticale. Parlons donc à présent des fausses routes. La fausse route est le fait que l'aliment destiné à l'œsophage passe accidentellement dans la trachée et descend dans les poumons. Il arrive à tout le monde de faire une fausse route accidentelle. Vous connaissez donc cette sensation d'asphyxie et la toux violente qui cherche à libérer les voies aériennes. Il peut s'agir d'un solide qui vient obstruer la trachée après avoir été inhalé. Il peut être alimentaire ou être un petit objet porté à la bouche par l'enfant. Pour cela, d'ailleurs, il est utile de connaître les techniques permettant de désobstruer les voies respiratoires en faisant sauter le bouchon. Nous verrons ces techniques dans une autre vidéo. Mais il peut s'agir de fausses routes au liquide. C'est le cas le plus fréquent chez l'enfant polyhandicapé. Si la quantité de liquide est importante, l'enfant se noie et est asphyxié. Mais le plus souvent, le volume de liquide inhalé est peu important et l'enfant le manifeste dans un premier temps par une simple réaction de toux. Cette toux n'évacue pas complètement le liquide inhalé qui va stagner dans les poumons et peut être source d'infection. On observe aussi chez l'enfant très handicapé la possibilité de faire des fausses routes sans tousser, parce qu'il s'est habitué à en faire et parce que souvent la quantité de liquide inhalé est très minime. Mais c'est en fait l'accumulation de ces petites fausses routes qui va provoquer les complications respiratoires.
Il existe des fausses routes silencieuses. Elles surviennent fréquemment avec des aliments restés dans la bouche après le repas, lorsque l'enfant est allongé et parfois pendant le sommeil. D'où l'importance de vérifier que la bouche est bien vide après le repas avant de passer à autre chose. Les fausses routes peuvent être responsables du décès de l'enfant polyhandicapé de 3 façons. Premièrement, de façon rapide, à l'occasion d'une détresse respiratoire aiguë par un bouchon ou une noyade. Deuxièmement, de façon secondaire, à cause d'une infection pulmonaire grave sur un territoire pulmonaire qui ne reçoit plus d'air suite à la fausse route. Troisièmement, de façon tardive, parce que les poumons sont progressivement détruits, ce qui réduit la surface d'échange de l'air avec le sang dans les alvéoles. Le cœur va alors battre plus vite pour faire circuler plus de sang dans le poumon restant pour récupérer le maximum d'oxygène. C'est un peu comme lorsque la pénurie d'essence ferme de nombreuses stations-service, des queues interminables se forment devant celles restées approvisionnées. Le cœur doit travailler trop vite, il finit par s'épuiser et s'arrête. Concernant les troubles de la déglutition, que va-t-on pouvoir faire ? Le rôle des parents est fondamental dans la mesure où c'est eux qui donnent le repas à l'enfant 4 fois par jour. Mais le problème est spécifique à chaque enfant et la façon de le prendre en charge doit être déterminée par un professionnel après un bilan. Il va falloir s'assurer de plusieurs choses. Premièrement, bien installer l'enfant. Beaucoup d'enfants paralysés cérébraux sont nourris à la cuillère en position couchée, ce qui facilite le remplissage de la bouche mais augmente considérablement le risque de fausse route. Deuxièmement, adapter la consistance du repas qui peut être en morceaux, moulinés ou mixés plus ou moins épais. Troisièmement, il faudra souvent épaissir l'eau avec des poudres spéciales lorsque cela est nécessaire. Quatrièmement, il faut choisir le bon outil, le bon type de cuillère dans la bonne matière. Cinquièmement, il faut bien présenter la cuillère à l'enfant. Sixièmement, il faut prendre son temps. La technique s'apprend avec un professionnel. En conclusion, à retenir sur la déglutition. Premièrement, les fausses routes sont dangereuses, parfois immédiatement, mais surtout dans le temps. Deuxièmement, les fausses routes peuvent passer inaperçues. Troisièmement, il faut que les parents s'informent de la bonne façon d'alimenter leur enfant. Je vous remercie, à bientôt.